bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à une question qui a vraiment de quoi donner le vertige. Il y a une idée qui revient tout le temps quand on lit sur le sujet. D'un côté, on nous dit que l'entropie, cette fameuse tendance au désordre, est une propriété émergente. Oui, Elle naîtrait du comportement collectif de milliards et de milliards de particules. Mais de l'autre côté, on entend que la dissipation de cette même entropie, c'est le moteur qui explique l'émergence de la complexité. de la vie elle-même. Exactement. Alors, je me pose la question, qui explique qui? Est-ce que c'est l'émergence qui explique l'entropie ou est-ce que c'est l'inverse? C'est un peu le serpent qui se mord la queue, non? C'est un paradoxe, mais il n'est qu'apparent. Et il est au cœur de beaucoup de confusion. Pour y voir clair, notre source aujourd'hui est particulièrement bien choisie. Ah oui, Il s'agit d'une thèse de doctorat en philosophie des sciences, signée Laurent Jodoin et intitulée très sobrement Émergence et entropie. C'est un travail vraiment rigoureux, issu d'une double direction entre l'Université de Montréal et l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. d'accord, donc une base solide. Très solide. Et le document est accessible à tous sur HAL, une archive scientifique ouverte. Ça nous permet de nous appuyer sur du concret, de l'académique, pour démêler ce nœud. Parfait. Alors notre mission, si on peut dire, c'est de sortir de cette discussion en ayant résolu ce casse-tête. Pour y arriver, la thèse nous invite à nous pencher sur ce que l'auteur appelle les 3 E. C'est ça. L'entropie, l'émergence et l'explication. Voilà. Et l'idée de fond, si j'ai bien tout suivi, c'est pas de décréter un vainqueur, mais plutôt de réaliser que les mots, en fait, ils ont plusieurs sens, et qu'il faut être d'une précision chirurgicale pour pas s'en mêler les pinceaux. Tout à fait. Et pour commencer, la thèse nous offre une porte d'entrée assez poétique, je trouve. Une fable. Oui, pour nous faire vraiment sentir le cœur du problème, Laurent Jodoin nous raconte l'histoire d'une fourmi. Hmm. Cette fourmi, c'est l'image de l'entropie thermodynamique. La version originale, quoi. La version concrète du concept. Et un jour, cette fourmi a l'idée un peu saugrenue de porter un chapeau melon. Et ce chapeau, c'est la tentative d'expliquer l'entropie via la mécanique statistique. La version plus abstraite, mathématique, C'est ça. c'est une image très forte parce qu'elle suggère immédiatement qu'il y a un décalage. Ah, mais c'est plus qu'un décalage, c'est un vrai problème. Le chapeau melon est beaucoup trop grand pour la fourmi. Ah oui, À tel point qu'il la cache entièrement, on ne voit plus que le chapeau. Et la morale de l'histoire, c'est que pour que la fourmi soit vue, pour qu'elle puisse exister aux yeux du monde, elle est obligée de retirer ce chapeau bien trop grand pour elle. l'entropie doit se débarrasser de son explication statistique pour qu'on puisse voir ce qu'elle est vraiment. Et c'est là que la métaphore devient un outil philosophique vraiment puissant. Ce qu'elle nous dit, c'est que la tentative de réduire le concept d'entropie thermodynamique, notre fourmi, aux outils de la mécanique statistique, le chapeau, ça n'a pas seulement été une explication, ça a aussi été une occultation. On a perdu quelque chose en route. On a perdu quelque chose d'essentiel, oui. Et la thèse est très claire là-dessus. Ce qui a été perdu, c'est le caractère le plus fondamental, le plus intuitif de l'entropie, son irréversibilité, le fait que le temps s'écoule dans une seule et unique direction. L'idée qu'un œuf cassé ne se répare jamais tout seul. C'est exactement ça. Dans sa formulation la plus pure, l'entropie statistique, celle du chapeau, elle n'implique pas forcément cette flèche du temps. Les équations de base qui décrivent les chocs entre deux particules, elles fonctionnent aussi bien à l'endroit qu'à l'envers. Ah oui, c'est vrai. Or, pour que l'entropie puisse expliquer l'apparition de structures complexes, comme la vie, elle doit impérativement avoir cette directionnalité. Elle doit donc, comme dans la fable, retirer son chapeau statistique pour retrouver sa nature première, sa nature thermodynamique. D'accord, je vois. L'explication, en voulant être trop fondamentale, a en fait effacé la propriété même qui la rendait utile pour expliquer d'autres phénomènes. C'est une excellente introduction au problème. Et ça nous amène directement à la question, mais alors c'est quoi? L'entropie. La thèse rapporte une anecdote qui montre bien à quel point c'est un concept glissant. Un vieux professeur posait année après année la même question à son examen final. Qu'est-ce que l'entropie? On peut imaginer la scène. Son assistant un peu las a dû finir par lui dire qu'il pourrait peut-être varier un peu les plaisirs. C'est exactement ce qui s'est passé. Et la réponse du professeur est magnifique. Il a dit « Ne vous inquiétez pas, c'est toujours la même question, mais la réponse change tous les ans. C'est génial. » Ça illustre parfaitement le caractère polysémique du concept. Il n'y a pas une seule et unique définition d'entropie. Non. Et c'est la source de toutes les confusions. La thèse nous aide à y voir plus clair en organisant un peu le chaos autour de deux grandes familles. La première, c'est la fourmi de notre fable verdienne.
l'entropie thermodynamique. D'accord. Elle est née au XIXe siècle, dans le bruit et la fureur des machines à vapeur. On la doit à des ingénieurs des physiciens comme Sadi Carnot ou Rudolf Clausius. Ils cherchaient à comprendre et améliorer le rendement des moteurs. C'est donc une grandeur très concrète, Macroscopique. qu'on peut mesurer. Oui, qu'on peut mesurer, qui est liée à la chaleur, à la température. C'est elle qui explique pourquoi le café refroidit dans une tasse, pourquoi la fumée se disperse et ne se reconcentre jamais. Son dogme, c'est la fameuse seconde loi de la thermodynamique. Dans un système isolé, l'entropie ne peut qu'augmenter. C'est ça qui définit la flèche du temps. D'accord, ça c'est la version main dans le cambouis, celle qu'on observe tous les jours. J'imagine que la deuxième famille, c'est la version des physiciens théoriciens qui essayent de tout ramener aux briques élémentaires, notre fameux chapeau melon. C'est tout à fait ça. La deuxième grande famille, c'est l'entropie statistique, développée à la fin du 19e par des géants comme Ludwig Boltzmann ou James Clerk Maxwell. Leur objectif était vertigineux: expliquer les lois de la thermodynamique, qui sont macroscopiques, à partir du comportement des constituants microscopiques de la matière, les atomes, les molécules. Et pour ça, ils ont dû utiliser un nouvel outil. C'est plus une histoire de chaleur, mais une mesure du nombre de configurations microscopiques possibles qui correspondent à un même état macroscopique. C'est de là que viennent les images populaires de l'entropie comme le désordre ou le manque d'informations. Donc si je résume, on a une version observable, macroscopique, qui nous dit que les choses se dégradent dans un sens unique, et on a une version microscopique, probabiliste, qui tente d'expliquer la première en regardant le balai de milliards de particules. Voilà. Et le point crucial que souligne la thèse, c'est que cette tentative de réduction, ce n'est pas un succès complet. C'est le drame du chapeau qui cache la fourmi, des aspects essentiels de l'entropie thermodynamique, en particulier son augmentation systématique, irréversible, Sont difficiles à déduire. très difficile à déduire proprement de la mécanique statistique. C'est un des plus grands débats de l'histoire de la physique. Et c'est précisément de cet échec partiel de la réduction que naît l'idée que l'entropie thermodynamique émerge des interactions microscopiques. On voit bien comment le puzzle commence à s'assembler. On y vient. On a d'un côté un phénomène qu'on observe tous les jours, cette fameuse flèche du temps, et de l'autre, une explication mathématique qui, malgré sa puissance, peine à capturer cette essence. Cette tension nous amène tout droit à l'autre grand mot de notre discussion, l'émergence. C'est un terme qu'on entend partout, souvent résumé par ce slogan un peu facile mais parlant, le tout est supérieur à la somme de ses parties. La thèse prend un exemple très concret pour l'illustrer, le métabolisme d'un mammifère. Un exemple parfait, parce qu'il nous force à affronter la complexité. Le métabolisme, cet ensemble de réactions chimiques qui maintient un organisme en vie, ne peut absolument pas être décrit et encore moins prédit en utilisant uniquement les lois de la physique quantique. Même si, au fond, tout est fait de particules quantiques. Exactement. Pourtant, il n'y a pas de doute, le mammifère est bien composé de ces particules. Il n'y a pas de substance vitale magique. Il y a donc quelque chose de nouveau au niveau de l'organisme, une organisation, une fonction qui apparaît et qui n'est pas réductible aux propriétés de ses composants. C'est ça, l'émergence. C'est un peu comme une murmuration, ce balai incroyable que font des milliers d'étourneaux dans le ciel. Ah, j'aime beaucoup cette analogie. Chaque oiseau suit des règles très simples. Reste proche de tes voisins, ne percute personne. Mais le spectacle global, cette forme mouvante magnifique, elle n'est planifiée par aucun oiseau. Elle émerge de la collectivité. C'est une analogie excellente. Elle illustre parfaitement le double défi philosophique que l'émergence cherche à relever. D'un côté, il y a la dépendance. La murmuration dépend entièrement des oiseaux. Pas d'oiseaux, pas de murmuration. Logique. De l'autre, il y a l'autonomie. La forme de la murmuration a ses propres règles, sa propre dynamique, qui ne sont pas celles d'un oiseau isolé. Le concept d'émergence est une tentative de tenir ces deux bouts de la chaîne, de naviguer entre deux écueils. Le réductionnisme d'un côté, le dualisme de l'autre. Exactement. Le réductionnisme extrême qui dirait que la biologie n'est que de la physique complexe. Et de l'autre, le dualisme, qui postulerait des substances séparées, comme un esprit immatériel flottant au-dessus du cerveau. L'émergence propose donc une troisième voie. Le tout dépend de ses parties, mais il acquiert des propriétés nouvelles, une autonomie qui lui est propre. C'est vertigineux quand on y pense. Ça veut dire que ma propre conscience, là, en ce moment, elle dépend des atomes dans mon cerveau, mais elle ne s'explique pas juste par leurs interactions. Il y a un saut qualitatif. C'est ça.
C'est exactement l'enjeu. Et maintenant, on a toutes les pièces. L'entropie avec sa double identité et l'émergence, ce concept qui tente de concilier dépendance et autonomie. On peut revenir à notre paradoxe initial. Bon, alors, si on rassemble toutes les pièces du puzzle, comment l'entropie peut-elle à la fois être expliquée par l'émergence et, en même temps, expliquer l'émergence? On a l'impression d'être dans un cercle logique. C'est le moment où la rigueur philosophique vient à notre secours. La solution proposée par Laurent Jodoin est d'une clarté redoutable une fois qu'on la formule. Le paradoxe se dissout dès qu'on cesse de traiter entropie et émergence comme des blocs monolithiques. Il faut décomposer. Il faut décomposer les deux affirmations. La thèse propose de dire, premièrement, l'émergence dans un sens A explique l'entropie dans un sens C. Et deuxièmement, l'entropie dans un sens D explique l'émergence dans un sens F. Le secret, c'est que les sens A, C, D et F sont tous différents. D'accord, il faut être précis. Alors allons-y, décortiquons le premier volet. L'émergence explique l'entropie. Dans cette première affirmation, le mot émergence est utilisé dans son sens conceptuel, philosophique. Il est synonyme d'irréductibilité. On parle ici de l'idée même d'émergence. Et qu'est-ce qui émerge? Quelle est la propriété qui est irréductible? C'est précisément l'irréversibilité, cette fameuse flèche du temps qui caractérise l'entropie thermodynamique. Ah, je vois, c'est là que ça devient vraiment intéressant. On parle donc du fait que le café refroidit et ne se réchauffe pas spontanément. Cette propriété, qui est au cœur de l'entropie observable, l'entropie fourmi. Ne peut pas être entièrement déduite ou réduite aux lois de la mécanique qui décrivent le comportement des molécules individuelles. Comme on l'a dit, au niveau microscopique, ces lois sont réversibles dans le temps. Le film d'une collision entre deux particules est tout aussi plausible si on le passe à l'envers. Tout à fait. Ce n'est pas le cas du film d'un verre qui se brise. L'irréversibilité est donc une propriété qui apparaît au niveau macroscopique, sans être présente au niveau microscopique. Donc, pour résumer ce premier volet, on utilise le concept philosophique d'émergence en tant qu'irréductibilité pour expliquer pourquoi l'entropie thermodynamique possède une propriété, l'irréversibilité, que ses composants de base, les particules, ne possèdent pas. C'est une explication d'ordre conceptuel, une clarification. D'accord. Parfaitement résumé. Passons maintenant au second volet, qui va nous faire basculer dans un tout autre registre. Le second volet, l'entropie explique l'émergence. Là aussi, j'imagine que les mots doivent changer de signification. Radicalement. Ici, quand on parle d'émergence, on ne désigne plus un concept philosophique, on désigne un phénomène naturel, observable, l'apparition et la persistance de structures organisées. Complexe. Les cellules vivantes, les écosystèmes. Les galaxies, les sociétés humaines. Et l'entropie, qui explique ce phénomène, n'est plus une propriété à expliquer, mais un processus physique moteur, la dissipation d'entropie thermodynamique. Le fameux principe de production maximale d'entropie, dont on entend parfois parler. C'est l'idée, oui. Lorsqu'un système complexe est ouvert, comme une plante, absorbe de l'énergie de haute qualité, la lumière du soleil, très ordonnée, et la dégrade en rejetant de l'énergie de basse qualité, de la chaleur, très désordonnée, il augmente l'entropie globale de l'univers. D'accord. C'est ce processus de dissipation d'entropie vers l'extérieur qui lui permet, localement, de s'organiser, de construire et de maintenir sa propre structure complexe, son ordre interne. La vie, c'est un îlot d'ordre qui se construit en accélérant le désordre autour de lui. Mais alors, c'est limpide. Si on met les deux explications côte à côte, on voit bien qu'il n'y a aucune contradiction. Dans le premier cas, un concept de philosophique, l'émergence, irréductibilité, nous aide à comprendre une propriété physique. L'irréversibilité de l'entropie, oui. Et dans le second, un processus physique, la dissipation d'entropie, nous aide à comprendre un phénomène naturel, l'apparition de structures complexes. C'est ça. Le paradoxe n'était qu'un mirage, une illusion créée par le fait qu'on utilisait les mêmes mots pour désigner des choses très différentes. C'est la conclusion de la thèse. Il n'y a pas de circularité. Ce sont deux affirmations parfaitement compatibles qui opèrent à des niveaux d'explication totalement différents. L'un est conceptuel, l'autre est causal. La grande leçon de cette analyse, finalement, c'est un plaidoyer pour la précision. Quand on jongle avec des concepts aussi puissants qui traversent la physique, la biologie, la philosophie, le risque de confusion est immense. Cet apparent paradoxe du « qui explique qui » se dissout complètement dès qu'on prend le soin de demander « de quelle entropie parle-t-on »
Et de quelle émergence? Mhm. C'est un formidable exemple de la manière dont la philosophie des sciences peut agir comme un clarificateur, pour démêler des nœuds qui semblent à première vue insolubles. Tout à fait. Et ce qui est particulièrement stimulant, et c'est là que la thèse de Laurent Jodoin ouvre des perspectives passionnantes, c'est que ce cadre d'analyse est très général. Il montre comment ces clarifications s'appliquent non seulement en physique, mais aussi en biologie et même en génétique des populations. Ah oui, Et cela nous laisse avec une question un peu provocatrice pour l'avenir. Si le principe physique de la dissipation d'entropie offre une piste si féconde pour expliquer l'émergence de la vie, des structures biologiques, quelles sont les limites de ce principe d'auto-organisation? Pourrait-il un jour nous fournir des clés pour comprendre l'émergence de phénomènes encore plus insaisissables, qui nous résistent encore et toujours? Je pense à la conscience, à la structure des sociétés humaines, ou même à l'émergence potentielle d'une véritable intelligence artificielle. La question, elle, reste grande ouverte.